Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue. Je pense que vous m'entendez bien. Vous nous entendez bien. Donc on commence un petit peu en retard. On va essayer de rattraper le temps sans se précipiter pour autant. Donc bienvenue. L'objectif de ce moment passé ensemble, c'est de vous partager quelques retours d'expérience et des bonnes pratiques concernant le FinOps. Et avant, on va peut-être commencer par se présenter. Ah oui, Elisabeth. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis FX Barbala. Je suis Technical Account Manager chez Google Cloud. C'est pratique, c'est marqué sur la doudoune. Ça fait 4 ans et demi que j'occupe ce rôle et je fais partie d'un groupe interne à Google Cloud, SMI FinOps. Donc on réfléchit sur les offres qu'on propose aux clients. C'est pour ça que j'interviens aujourd'hui. Et Sandrine Ourcadette, moi je suis chez Sens depuis 2024, 23 même. Et je suis en charge de l'expérience client et notamment le billing. Donc voilà. Et donc Sylvain Texier, donc je suis responsable de toute l'ingénierie client chez Sens. Allons-y. Donc on rentre directement dans le vif du sujet. Et on aime bien commencer par cette question et je vais vous la poser. Est-ce que l'augmentation de vos dépenses cloud est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Qui sait répondre à cette question? Sans répondre, mais qui sait répondre à cette question de manière tranquille et de manière sereine? Vous êtes timide ou vous n'avez vraiment pas la réponse? Ah, on a une personne là-bas. Ok. Je ne suis pas étonné, en règle générale, c'est la loi de Pareto, 80% dans la salle est embêté avec cette question. Et donc, eh bien, le réflexe, c'est mettre en place une culture FinOps. Elle est déjà, j'imagine, en place chez vous. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin, puisque la corrélation entre la valeur métier et la dépense est vraiment le Graal du FinOps. Un exemple concret, je pense que les gens qui gèrent Ticketmaster sont très contents à l'ouverture des places de Lady Gaga de voir leurs dépenses cloud augmenter de manière stratosphérique. Ça veut dire qu'il y a eu énormément de consommation sur leur cloud, en l'occurrence. Donc c'est plutôt, il faut corréler ça effectivement avec les signaux forts côté business. Est-ce que ma facture est en corrélation avec la valeur que je délivre à mes clients à tout moment de ma journée sur le cloud, quoi. Après, on le sait que ce n'est pas forcément possible, applicable pour toutes les applications, mais on va regarder ça. Donc, première étape informationnelle, vous la connaissez, hein, c'est la première étape, c'est celle qui prend le plus de temps. En règle générale, le but de cette étape, c'est de comprendre qui consomme quoi, pour combien. Alors c'est facile à dire, c'est moins efficace, c'est moins évident à faire, d'autant plus quand il y a des coûts qui sont communs. Donc comment vont-ils ces coûts communs, etc. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de comment on fait aujourd'hui, c'est pas l'objectif, mais vous voyez les différentes étapes. Et surtout, on va parler de KPI aujourd'hui, une KPI importante, c'est le taux de couverture. Et on voit que nos clients qui sont les plus à l'aise en FinOps couvrent jusqu'à 95% de leurs dépenses. Oui, donc nous, une bonne pratique qu'on donne, je sais qu'il y a des clients Google Cloud dans la salle, une bonne pratique qu'on donne, et ça va être quelque chose qui va être accessible côté Sens aussi, c'est de s'extraire au maximum de la console de billing qui est présente sur la console Google Cloud et d'exporter au maximum la donnée vers des dashboards que vous aurez créés vous-même avec, alors on préconise Looker, donc en self-hosted sur Sens, donc c'est peut-être un peu contraignant. Évidemment, sur Google Cloud, on a beaucoup plus de possibilités avec Looker Studio, etc. Le principe du dashboard, c'est qu'on donne un accès à un dashboard à un maximum de personnes et on a des données de reporting qui sont précises, partagées au plus grand nombre et qui permettent à chaque responsable applicatif de monitorer son activité. Donc, il faut s'extraire de la console, ça supprime la gestion de l'IAM, etc., qui peuvent être extrêmement compliqués et qui génèrent des coûts de sécurité. Donc, voilà, une bonne pratique, et c'est ce que je recommande à mes clients d'appliquer dès la sortie des workshops FinOps qu'on fait avec eux. Mettez des dashboards en place le plus rapidement possible. Donc, deuxième étape, il y avait une question ? Oui, est-ce que vous êtes compatible au niveau du format Focus directement par rapport à Google Cloud ou c'est une différence que vous avez? On est intéressé pour savoir la différence entre Google Cloud et Sens. Alors sur Google Cloud, on est nous partenaires Focus. On est dans le FinOps Group avec nos petits concurrents Azure et AWS. Donc on fait partie et on est compatible avec Focus effectivement.
Et côté Sens, puisque c'est aussi la question, j'imagine, donc on est partenaire de partenaire, du coup, on n'a pas encore le dashboarding qui vous est proposé, on va en venir après avec Sandrine, et donc c'est des choses qui vont arriver dans le temps. Au niveau de la norme, aujourd'hui, vu qu'on n'a pas encore mis en place un cadre de dashboarding qu'on a industrialisé, c'est en cours, on va en parler avec Sandrine, ça arrivera forcément, mais bien évidemment ça nous parle, et bien évidemment c'est l'objectif pour vous faciliter le travail aussi, et qu'on parle des mêmes données de bout en bout, pour comparer. Donc l'étape d'optimisation, donc on va parler d'optimisation d'usage dans un premier temps. Donc les quick wins, vous les connaissez, hein, c'est les instances zombies qui sont, on pense qu'elles sont pas là, mais elles sont là et elles consomment. Les instances qui n'ont pas lieu d'être allumées 24 heures, 24/7. Des instances qui sont encore déployées sur des familles d'anciennes générations. Donc on va le voir, mais ça a un vrai impact sur les coûts. On considère que c'est des quick wins. Les anomalies, les coûts égresses, etc. En règle générale, le retour d'expérience qu'on a de nos clients, c'est allez-y. C'est des quick wins, ça permet de réduire de 15 à 20% la dépense, donc c'est une première étape, c'est pas tout. Bien évidemment, et ça va être un petit peu le fil directeur de cette présentation, que le meilleur outil pour faire du FinOps, c'est le refactoring applicatif, au final, on va en parler juste après, mais on parle aussi beaucoup en termes d'optimisation d'usage, de right sizing ou de resizing. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Nous, les retours clients que l'on a, c'est que ça demande quand même beaucoup d'échanges en interne dans l'organisation avec les métiers, etc. Donc en règle générale, ce qu'on nous a dit, c'est que ça vaut le coup, ces échanges, si on arrive à tasser la dépense d'au moins 20% en termes de right sizing. Si ce n'est pas le cas, faites autre chose, que vous allez passer un temps fou à convaincre les gens dans votre environnement, dans votre organisation pour pas grand-chose au final. Ouais, effectivement, donc, on parle de FinOps. La majorité des clients, j'imagine d'entre vous, pensent surtout à l'optimisation des coûts, à la réduction des coûts. On essaie d'avoir le discours avec Sylvain, chez Google Cloud Essence, avoir un meilleur investissement, un meilleur retour sur investissement sur le cloud. Et en fait, comme la démarche FinOps, et je pense que c'est vous qui en parliez, sur l'intégration de la cellule FinOps dans les cellules d'architecture, la démarche FinOps, elle est plus globale. C'est aussi un changement de mindset dans la manière dont on va déployer les applications. Et quand on part d'un SI existant avec un fort legacy, on voit qu'il y a, comme Sylvain le disait, il y a des axes d'amélioration, certains qui sont très coûteux en effort. La réarchitecture totale de mon système d'information, c'est un travail de longue haleine qui va prendre des années, voire peut-être encore plus. On a des quick wins qui sont plutôt de ce côté-là, d'aller chercher des réservations, d'aller chercher de la manière de réduire la taille de ces machines, comme le disait Sylvain, de supprimer les machines qui foutent rien la majorité du temps, etc. Tout ça, ça va être des choix que je vais pouvoir articuler au niveau de ma DSI, au niveau de mes cellules d'architecture centrale, avec mes responsables applicatifs, pour trouver la meilleure balance entre l'effort que je vais mettre et le coût que j'espère récupérer avec les efforts que j'ai mis. Alors, est-ce qu'on a des exemples, justement, de ces quick wins ? On en a plein. Je vais prendre un exemple tout bête. Si j'ai besoin d'une application qui a besoin d'un téra de mémoire, donc une grosse application qui a un rôle très important, donc un investissement cloud qui va être fort, si je prends le premier choix, ce que beaucoup de clients font malheureusement, alors j'ai adapté le discours aux offres qui étaient disponibles sur Sens. Voilà, je prends une C3 avec high memory parce que j'ai quand même un peu la conscience qu'il faut que j'ai beaucoup de mémoire, etc. Donc je provisionne la bonne quantité de mémoire. Ça me coûte un coût au mois qui est d'environ $10,000. Encore une fois, c'est les données Google Cloud. C'est pas spécialement exactement le coût que vous allez payer sur Sens, mais ça vous donne un ordre d'idée. Si je réfléchis un petit peu plus à mon besoin, j'ai une machine concurrente qui est une machine ultra même, donc qui va m'offrir un certain peu moins de mémoire, mais qui va couvrir mon besoin de provisioning d'environ 1 Tera. Je vais avoir beaucoup moins de CPU, donc en fait, je vais avoir un trade-off qui va s'appliquer. Le premier trade-off, c'est c'est que déjà, en termes de coût, j'ai une réduction de 48% de mon coût entre ma MM et ma Ultra MEM. Donc c'est déjà un bénéfice immédiat. Juste en ayant pris un tout petit pas de recul et de ne pas avoir cliqué sur le premier choix dans la console Google Cloud ou sur mon script Terraform, d'avoir juste fait un petit effort, je réduis de 40%. Et si tu... Hop. Et un double effet qui se coule aussi, typiquement, il y a beaucoup de licences qui sont payées au nombre de cœurs. On voit qu'avec une machine un peu plus musclée, optimisée sur la mémoire, on arrive à diviser d'environ 5 le coût de licence. Donc en fait, là, un exemple très bête d'architecture, assez basique finalement, on voit qu'on arrive à faire des économies de levier qui sont importantes. Si on doit en déployer 10, on doit déployer 100 dans mon data center, enfin dans mon cloud, on arrive à faire des économies hyper importantes très rapidement. Un autre exemple, et ça c'est des choses qu'on positionne aussi sur les clients Google Cloud, donc dans ce sens vous en bénéficiez de manière native,
Si vous avez un cluster Kubernetes un peu legacy, sur lequel vous avez investi du temps, vous avez fait du DevOps, vous avez fait un gros travail d'architecture sur votre Kubernetes, dans Google Cloud et dans Sens, vous bénéficiez donc de ce qu'on appelle Autopilot, qui est en fait qui vous extrait de toutes les tâches de monitoring, de management fin de vos nodes et de l'architecture, de l'infrastructure sur laquelle vous allez déployer vos clusters Kubernetes. Et ça va complètement vous sortir d'une partie de vos tâches d'administration. Vous avez à gérer le provisioning des worker nodes et la sécurité, évidemment. Ce qu'on voit, nous, en retour d'expérience qu'on a, c'est qu'environ 80% des clusters, donc une grosse majorité des clusters qui sont déployés chez nos clients, bénéficieraient de passer sur une solution totalement managée sur Kubernetes, parce qu'en fait, la majorité des clients ne sont pas des experts Kubernetes, donc on perd beaucoup de temps à faire toutes ces tâches de management. Et en plus, avec une solution managée, évidemment, on économise en plus des coûts humains. Alors, ça ne veut pas forcément dire supprimer des postes, ça peut aussi dire réallouer des personnes qui faisaient ça dans la vie de tous les jours sur d'autres tâches plus bénéfiques pour l'entreprise plutôt que de faire de l'administration, pour faire de l'administration d'infrastructure. Et enfin, sur la partie plutôt data, donc BigQuery, c'est un très gros morceau dans nos ateliers FinOps avec nos clients, parce que c'est un outil très puissant. Et comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, c'est-à-dire qu'on a des déviations de coûts qui peuvent être très importantes sur une simple erreur de positionnement d'un job, sur une simple erreur de comment est-ce que je vais aller créer ma requête, etc. On a des exemples malheureux de clients qui ont vu leur facture exploser sur 1 ou 2 jours parce qu'ils n'avaient pas monitoré leur consommation. Le BigQuery, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, vous avez le meilleur service, le plus coûteux et celui qui vous donne le plus de bénéfices immédiats quand vous faites rien, c'est-à-dire le on-demand. Vous avez la possibilité de provisionner et de créer des jobs extrêmement puissants qui vont consommer énormément de ressources. Et vous êtes facturé au nombre de terabits scannés. Donc en fait, si vous faites un select étoile sur une table de plusieurs terabits, pétabits, vous allez être facturé au nombre de bits qui ont été scannés. On a des offres qui vont diminuer le niveau de service. Donc sur Sens, pour l'instant, il n'y a que l'offre entreprise qui est centrale ici. Mais en fait, on a des offres qui vont, entre guillemets, diminuer la capacité de BigQuery à traiter de l'information en échange d'une réduction des coûts et d'un engagement de consommation d'un certain nombre de slots qui sont des unités de compute et de stockage et de mémoire. Et donc en fait, encore une fois, le but, c'est un peu comme mon exemple sur la machine tout à l'heure, le but, c'est pas d'avoir une Ferrari pour l'intégralité de tous mes besoins. Je peux accepter de dégrader mon service si mon application n'est pas très demandeuse en ressources, si mon application est juste pour faire du POC, pour présenter des nouvelles fonctionnalités, etc. Il faut que je me pose systématiquement la question quand je design et quand j'architecture mes services, quel va être le bon niveau de performance que je vais demander à mon cloud pour être en mesure de garder mes coûts, encore une fois, avoir un meilleur retour sur investissement possible. Pas forcément payer moins cher, mais payer la bonne valeur sur mon investissement cloud. Merci. Et donc, quand on parle d'optimisation, on parle d'optimisation d'usage, mais également d'optimisation de taux. Donc, concernant les taux, vous connaissez tous le principe de réservation. Donc, nous, les retours d'expérience qu'on peut vous partager, c'est qu'en règle générale, on voit beaucoup trop de clients qui sont un peu conservateurs par rapport à l'application des taux, qui attendent d'avoir suffisamment de recul pour les appliquer. Nous, ce qu'on vous préconise en termes de bonnes pratiques, c'est de commencer dès le départ, d'apprendre en marchant. On ne vous dit pas de réserver l'ensemble de votre consommation dès le départ. Et d'ailleurs, j'ai introduit une deuxième KPI très importante dans le monde du FinOps, qui est le taux de couverture du taux, justement, des réservations. Donc, en règle générale, on préconise de commencer à 20%. C'est très important de monitorer ce taux de couverture. Les elite performers peuvent monter jusqu'à 80%. Donc, c'est-à-dire que 80% de leurs ressources ne sont pas en pay as you go, mais sont en réservation. Voilà, et donc bien évidemment, ça nécessite d'avoir un outil pour calculer tout ça, déjà pour faire remonter la KPI de taux, mais aussi pour calculer ce qu'on appelle les break-even points. Donc c'est le point à partir duquel vous avez vraiment un retour sur investissement en ayant fait de la réservation. Et donc quand on mélange ça au travers des différentes familles, des offres, etc., ça peut s'avérer vite complexe. Il y a une question ? Oui, là, vous parlez de réservation de BigQuery parce que est-ce que sur Sens, on peut réserver justement des CUD ? Il me semble pas. Alors
Ça fait la transition pour Sandrine après, qui va vous faire un petit topo sur ce qu'il y a et ce qui arrive. Mais effectivement, ça va arriver. Ouais. C'est vrai que sur Google Cloud, donc si vous avez peut-être l'habitude de travailler avec nos concurrents, sur Google Cloud, on décorrèle la notion de quantité de ressources réservées et de combien je vais payer sur ces ressources. On peut réserver une ressource et payer un prix normal, ou alors on peut couvrir la réservation de ressources par un CUD, donc un Compute Use Discount. Donc bon, c'est un mécanisme à prendre en compte quand on travaille avec Google, mais en tout cas c'est intégré. En fait, l'idée aussi, ça semble être des portes ouvertes que j'enfonce depuis tout à l'heure, mais en fait, on se rend compte que les clients le font pas systématiquement. C'est, comme disait Sylvain, d'avoir la bonne notion de qu'est-ce que je couvre avec mes coûts, comment est-ce que je vais pouvoir optimiser, et surtout quel workload je vais pouvoir optimiser. Donc, nous, on dit, commencez petit, effectivement, commencez avec des projets qui sont des candidats adéquats à la couverture. Donc, le CUD aujourd'hui sur Sens, c'est juste du CUD d'engagement de prix, enfin d'engagement de dépenses sur Sens. Il va y avoir prochainement, c'est Sandrine qui va en parler, des engagements sur la quantité de ressources qu'on réserve. En l'occurrence, quand ça sera le cas, se poser la question de quel projet peut être adapté. Par exemple, un ERP très stable, type SAP, qui est déployé sur une ferme de serveurs, on sait qu'il va y avoir, qu'on va prendre un engagement sur 2, 3, 5 ans, sur une quantité de ressources qui va être utilisée. On n'a pas beaucoup de volatilité, etc. Un web service, un front, on parlait tout à l'heure de Ticketmaster, etc., va avoir une volatilité beaucoup plus haute, et on va avoir soit des CUD qui vont être complètement inutilisés, et donc on va perdre de l'argent sur des réservations qu'on a faites, soit des augmentations de coûts qui fait que le CUD va être insuffisant pour couvrir. Donc, aujourd'hui, chez Google Cloud, et je prêche pour ma paroisse, on a une batterie d'outils assistés par intelligence artificielle qui font et qui vous aident à faire cette prédiction de coûts, à dire OK, tel projet bénéficierait d'une couverture de CUD plus élevée, donc vous pouvez optimiser encore X% de votre consommation, etc. Tout ça, c'est des outils qui vont arriver sur Sens. Mais l'IA ne remplace pas la réflexion d'un être humain. Il faut quand même prendre une décision parce que l'IA ne va pas vous faire contractualiser des choses que vous allez payer sur votre facture à la fin. Donc il faut, voilà, c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail en fait sans cesse de réflexion, de retour en arrière, et c'est une boucle de rétroaction systématique, de mettre en place des bonnes pratiques, de réfléchir sur leurs bénéfices et de revenir à la case départ. Et donc j'arrive en fait à un exemple de matrice qu'on a construit avec un de mes clients il y a quelques temps. C'est pas un très joli slide, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de montrer cette boucle de rétroaction et surtout de construire la vôtre à la maison avec les contraintes que vous avez sur votre SI, avec les choses que vous êtes en mesure de faire, avec aussi les compétences que vous avez dans votre DSI pour adresser ces sujets. Tout le monde n'est pas des experts FinOps renommés, tout le monde n'est pas des experts de toutes les technologies, donc il faut apprendre en faisant. Et donc en fait, l'idée, c'est de commencer, de faire une première architecture, de réfléchir, comme j'ai dit, sur est-ce que mon architecture est bien sizée, est-ce qu'elle est bien dimensionnée pour ce que j'ai envie de faire dans mon cloud, de mettre, donc, comme l'a dit Sylvain, des labels, des coûts, d'utiliser des dashboards, ou en tout cas du reporting, et de faire une boucle de remédiation, de dire OK, en fait, ce mois-ci, j'ai trop payé, ou alors j'ai pas assez bénéficié des mécanismes de réservation ou d'autres estimations, et de revenir en arrière. Et donc en fait, c'est comme beaucoup de mécanismes d'auto-amélioration. C'est une boucle de rétroaction, c'est une boucle de feedback qui doit être constante. Et c'est pour ça aussi qu'on disait tout à l'heure de partager l'information au maximum. J'en ai un exemple d'un de mes anciens clients qui faisait chaque mois un petit jeu un peu rigolo avec leurs équipes data, de montrer voilà, les X requêtes qui ont été les plus coûteuses dans le cloud ce mois-ci. Bon, le but, c'était pas de faire du finger pointing, mais c'était plutôt de montrer, OK, voilà, là, il y a des mauvaises pratiques qu'on va pouvoir contrer sur BigQuery. Là, vous avez fait du select étoile à X fois dans la semaine, X fois dans le mois. Et en fait, on fait comme ça de l'amélioration continue. On peut la gamifier, on peut la rendre un peu amusante aussi. Et le but, c'est de s'améliorer de jour en jour et de sprint en sprint. Quasiment. Merci. Dernière étape d'industrialisation. Donc, bien évidemment, ça va être l'étape où on va industrialiser tout ce qu'on a mesuré. Hein. Donc, bien sûr, on ne prend pas de décision sans mesurer, on n'améliore pas sans mesurer. Et donc, on va mettre en place différents points de mesure. Alors, avant tout, la première chose dans cette étape la plus importante et qui prend le plus de temps, c'est la partie culturelle. C'est que chaque collaborateur qui, au final, a un accès au cloud, un accès direct ou indirect à la dépense sous-jacente, puisse se sentir responsable de ça. Et donc, d'utiliser la dépense comme une KPI telle que d'autres KPI
que les ingénieurs suivent. Et donc ça, quand on demande à la communauté FinOps quel est le plus gros des challenges, et bien effectivement, c'est Getting Engineers to Take Action. Et ça, c'est vraiment culturel. Ça prend du temps. Et donc, il faut l'anticiper, il faut prendre de l'élan. Et donc, quand on parle de bonnes KPI, alors il n'y a pas de bonne ou de mauvaise KPI. La liste qui est ici, elle est très exhaustive. Donc n'ayez pas peur. Il y a plusieurs KPI ici, mais tout le monde n'utilise pas forcément tout. Mais vous retrouvez effectivement que les KPI en fait sont représentatifs de chaque étape FinOps. Donc à gauche, la notion de couverture, d'allocation des dépenses, l'optimisation au milieu, et à droite, la réservation. Ce qu'on peut vous dire, c'est que donc, en règle générale, on a des KPI qui sont quand même plus observés que d'autres. Donc nous, on a croisé un petit peu les remontées qu'on avait de nos clients. Et c'est vraiment ces 4 KPI qui sont principalement regardés. Donc bien évidemment, la formation. Si les gens ne sont pas formés, ça va être compliqué de les sensibiliser. Donc ceux qui vont le plus loin dans les formations arrivent à avoir plus de 70% des personnes qui utilisent le cloud qui sont certifiées au cloud. L'allocation de coûts, on en a parlé juste avant, mais effectivement, le but, c'est de monter jusqu'à 90%. Alors, enfin, le but, en tout cas, ça vous donne un moyen de comparaison, c'est-à-dire ceux qui vont le plus loin arrivent à couvrir jusqu'à 90% de la dépense. En termes de couverture des réservations, cette fois-ci, donc ceux qui vont le plus loin sont au-dessus de 50%. Moi, clairement, à titre personnel, l'expérience que j'en ai avec les clients avec qui je discute directement, ceux qui vont le plus loin montent jusqu'à 80%. 80% alors, ce n'est pas 80% de toute la dépense cloud, c'est 80% de la dépense IaaS. On va venir juste après, mais il y a quand même un sujet très lié à l'architecture cloud qui va permettre de résoudre certaines problématiques FinOps également. Et la précision du forecast, donc on va mettre en place des budgets. Alors, c'est bien de mettre en place des budgets, mais il faut surtout savoir les respecter derrière. Et donc, on va mesurer le respect des budgets qui ont été annoncés. Donc là, vous avez le retour d'un client X, mais qui est, de mon point de vue, celui qui a le plus de recul et de maturité dans la culture FinOps. J'insiste bien, quand je parle de FinOps, je parle de culture avant tout. De notre point de vue, c'est vraiment l'aspect culturel qu'il faut mettre en avant. Donc vous avez les KPI à gauche, donc le pourcentage de couverture, ça on en a déjà parlé, la réservation des couvertures, réservation de waste, donc c'est effectivement ce qui n'a pas été réservé, ce qui pourrait l'être, on parle de gâchis potentiellement, et les anomalies. Sur la partie droite, et on en parlait juste avant avec FX, il y a un petit parti gamification. Alors là, c'est très culturel, ça dépend de votre organisation, de votre culture, mais certains clients mettent en place des dashboards avec une notion de stack ranking qui partagent à l'ensemble de l'organisation avec les meilleurs joueurs en termes d'optimisation de coûts ou de précision de forecast. Et donc, indirectement, ceux qui sont derrière se sentent motivés et poussés à faire s'ils n'avaient pas eu ce réflexe jusqu'alors. Et bien évidemment, et je voulais finir là-dessus, la meilleure optimisation FinOps, en fait, c'est pas le FinOps en lui-même qui va le faire. C'est le fait de basculer le plus possible vers des architectures cloud native. Alors bien évidemment, on ne peut pas le faire pour tout. On a un patrimoine applicatif qu'il est ce qu'il est. Mais dès qu'on peut le faire, faisons-le, puisque le fait de travailler sur des architectures cloud native, on va notamment utiliser des services qu'on appelle serverless. Donc c'est vraiment le mode opérationnel ultime du cloud. Vous voyez, là vous êtes en mode FinOps, donc vous cherchez à vous rapprocher au plus proche de la courbe de consommation et à la comprendre. Quand vous êtes en serverless, vous ne posez pas cette question. On a un client, on peut le dire, puisque c'est public, Renault, pendant le Covid, le BigQuery lui a coûté 0, puisque les usines étaient arrêtées pendant le Covid. On ne fait pas de FinOps pour ça, on n'a pas besoin. Donc on veut vraiment vous emmener vers ce type d'architecture qui sont pour nous la meilleure réponse à l'optimisation FinOps, et pas que FinOps. Donc là, vous avez des KPI. Donc c'est les KPI d'Aura chez Google. Donc vous avez des KPI de vélocité de déploiement et de qualité de déploiement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais la première priorité, la première raison pour laquelle on bascule vers des architectures cloud native, c'est avant tout pour des questions de performance, de time to market, etc. Mais il y a un réel gain sur la partie FinOps, puisque je ne vous dis pas qu'on a plus besoin de le contrôler, mais on le contrôle, on va dire, beaucoup moins. Ouais. Et un indicateur aussi qui est intéressant à retenir,
J'ai beaucoup parlé de BigQuery, mais c'est intéressant de se rappeler de ça. C'est que, en fait, la performance financière de vos applications, de votre requêtage, mais même aussi de la quantité d'infrastructures que vous avez déployées, c'est non seulement un gain de ressources, mais ça peut être aussi un gain de performance. Imaginez une requête qui va scanner des terabits de données. Si elle peut en scanner qu'un petit pourcentage, elle va être beaucoup plus rapide et donc vous allez pouvoir la faire plus souvent ou la faire avec plus de précision, etc. Donc en fait, réduire le coût pour réduire le coût, c'est pas forcément, j'imagine que ça puisse être un objectif à long terme de la DSI, mais en fait c'est surtout garder et avoir le meilleur, encore une fois, le meilleur retour sur investissement et le meilleur bénéfice investissement et dépenses que je peux faire pour augmenter mes performances, la qualité de mes applications, la qualité de mes déploiements, etc. Bon, maintenant à mon tour pour vous présenter ce qu'on a actuellement chez Sens. Parce que ça, c'était toute la partie FinOps GCP, hein, mais chez Sens, c'est une offre qui se construit avec des waves. On reçoit des services Google progressivement et on ne les a pas tous. Donc, mais ce qui est important de comprendre, c'est que dès à présent, enfin, le socle technique, la base, le design, tout est fait pour avoir déjà dès à présent toutes ces données qui nous permettent d'activer du FinOps, même s'il y a des services additionnels qui ne sont pas encore activés. Donc, on a une base de billing d'export, prochainement une console de billing, Sens, avec la partie cost management, la capacité à taguer des ressources, à les labelliser, et notamment des committed use discounts qui vont très prochainement arriver. J'arrive sur le prochain slide. Donc en tout cas, toute la capacité à activer le FinOps. Donc à date, on a, comme je viens de le dire, un back-end qui est designé dans la prolongation de ce que nous offre GCP, avec un workaround pour vous permettre d'exploiter vos données détaillées. Et ces données détaillées, donc on vous met à disposition, on n'a pas encore l'export de la console de billing, mais par contre, on vous met à disposition un export de base de données avec, à partir de notre environnement, c'est une vue qui est via un service compte où vous pouvez y avoir accès. Et vous retrouvez toutes vos SKU, donc toutes vos unités au niveau le plus granulaire possible, même niveau bien sûr que celui de Google, avec quelque chose qui peut paraître évident, mais en fait qui n'était pas pour nous, les informations de la facturation, parce qu'en fait Google a ses mécanismes de facturation, nous on a les nôtres, on arrive à injecter ces données de facturation qui permettent à la fin du mois dans la console, dans la base de données de billing, d'avoir aussi le montant facturé et que tout soit complètement en ligne. Et enfin, tous les tags, si vous en mettez, donc, si vous suivez les bonnes pratiques de labellisation, vous pouvez les hériter directement. Donc, qui arrive bientôt. Donc, le premier milestone, c'est les CUD, Committed Use Discount, ces engagements dont FX et Sylvain vous ont parlé tout à l'heure. Et les engagements sur la dépense, donc ils seront disponibles dès avril, dès Q2. Et donc là, ça sera un mode d'engagement par souscription contractuelle, parce que ça ne sera pas disponible via la console dans un premier temps. Très prochainement, le quarter suivant, ça sera disponible via API. Et pour enfin être, à partir de 2027, disponible directement sous la console. Côté console, donc le plus attendu, et ça sera à partir de l'été, vous aurez cette console de billing où, avec la partie cost management, donc il n'y aura pas la totalité parce qu'il y a des étapes qui sont beaucoup plus longues à intégrer, notamment toute la partie IA, etc. et prédiction, donc ils vont mettre plus de temps, mais en tout cas la partie cost management qui présente les dashboards extrêmement importants pour que vous puissiez accéder directement à des dashboards de consommation.
et la feature de la fonctionnalité d'export native qui arrivera début 2027. Est-ce que vous avez des questions? J'imaginais. Oui, en fait, j'ai une question, c'est que vous allez mettre du coup en Q2 2026 le Spend Base CUD et le flexible, il est prévu ou pas du tout? Ou c'est le même? La partie ressources flexible. Le flex, en fait, flexible. Non, moi, de ce que j'ai compris actuellement, ce qu'on met en place, c'est que le base CUD va disparaître et c'est le flexible qui va prendre en charge cette étape pour justement avoir une plus grande prise en charge de toutes les plateformes. Et là, je vois que vous avez mis le CUD, Spend Base CUD. Est-ce que ça prend en compte le flexible ou pas? Alors, j'ai un petit doute, je sais pas, je suis pas certaine. Non. Le Flex CUD est basé sur de la ressource. Voilà, donc dans un premier temps, c'est basé sur de la consommation, donc ça arrivera dans un deuxième temps. Est-ce que ça sera un flex ou pas un flex en termes de ressources? Je pense que ça sera un flex, puisque c'est effectivement dans cette direction que Google va, mais je ne pourrais pas l'écrire là tout de suite maintenant. Il paraît, mais je ne peux pas parler à la place de Google, on a un représentant ici. Le Flex CUD a été poussé à tous nos clients là depuis le début du mois de janvier ou depuis le début de l'année 2026. Compte tenu du délai entre l'application de ce qui existe sur Google Cloud et ce qui existe sur Sens, je pense que ça va finir par être activé sur Sens, mais la roadmap, c'est difficile de se prononcer. Mais pour l'instant, effectivement, c'est juste le spend qui a été activé. Il y avait une autre question. En tout cas, je confirme, c'est les dépenses, c'est les CUD. Je vais dans le sens de la marche, hein. On ne voulait pas. Bonjour, on a parlé de la certification GCP. Est-ce qu'il va y avoir un add-on ou une certification spécifique à Sens? Une certification FinOps GCP, Google Cloud Architect. Est-ce qu'il va y avoir une certification spéciale en ajout de GCP pour Sens? Oups, pardon. Alors, bon, ok. Donc là, on est en train de... Alors, effectivement, il va y avoir une certification... Enfin, on est en train de lancer un programme de Cloud de confiance leader qui va permettre de présenter, qui est très similaire, en fait, enfin, qui est dans le prolongement du Cloud Digital Leader de Google, mais sur les aspects plutôt liés à la souveraineté. Et ce programme va être disponible dès avril. Et à la fin de l'année, il y aura une certification sur ce programme. Je ne sais pas si je réponds à votre question, parce que comme j'étais sur la partie FinOps, j'étais un peu perdue. Je pense à moitié, je me permets. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé officiellement tout à l'heure en keynote. De là, on réfléchit, on travaille sur une Sens Academy. Et donc de là, d'autres certifications vont arriver. Vous parlez de la Cloud Architect. Donc on aura certainement l'équivalent côté Sens, puisqu'il y a certaines différences notoires à prendre en compte. Et puis on va avancer. Mais on commence effectivement par on reprend la Cloud Leader de GCP, donc Cloud Leader de confiance, qui reste pour le coup une certification généraliste. Mais il faut bien commencer par là pour après itérer. Et puis c'est important de présenter aussi cet aspect contractuel, réglementé, qui n'est pas forcément très bien connu par tout le monde. Donc c'était la première naturelle. Mais effectivement, le but du jeu, c'est de ne pas refaire la même chose d'utiliser tout le bénéfice de tout ce qui existe déjà chez Google, mais par contre, d'en avoir des spécifiques sur nos besoins, sur les sujets Sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en ai. Oui, déjà, merci pour la présentation, c'était très clair. Moi, c'était un peu comme la première question là, sur les CUDs. Enfin, c'est dans la famille justement des CUDs. On est d'accord que ça s'appliquera pour tous les services, où il y a une roadmap, on va dire, le compute, après d'autres services. Et après, je rejoins aussi sur le FlexCUD. Aujourd'hui, je trouve que c'est plus contraignant de faire du CUDs, parce qu'il faut faire par machine, par région. Le discount est meilleur, mais sur le FlexCUD, on a quand même une attente assez importante, je pense, qui est plus facile à mettre en place avec les ratios que vous donniez tout à l'heure. Donc voilà, est-ce qu'il y aura des communications à ce niveau?
Alors les communications, il y en aura sans doute par l'équipe produit. Moi, ma compréhension, c'est que les engagements sur les dépenses qui vont arriver sont génériques sont les mêmes que ceux de Google sur les services déjà disponibles en fonction de la disponibilité de nos services. Et sur les ressources, je ne sais pas encore. Sur les ressources, en fait, concrètement, on n'a rien annoncé. Alors, le retour, là, c'est pas ça. Non. Mais on parle vraiment. Là, ce qu'on annonce, c'est la réservation sur le volume de dépenses et pas sur la ressource. Donc, effectivement, restez connectés puisque les choses avancent vite et on va bientôt annoncer d'autres choses qui répondront certainement à vos questions. Mais comprenez bien que là, on ne peut pas rentrer dans le détail de quelque chose qu'on n'a pas encore annoncé, même si je ne vous l'ai pas vraiment dit, mais je vous l'ai dit, ça va arriver. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Je regarde juste le timing. On est bon ou pas? Du coup, petite question FinOps. Petite réponse alors. Petite réponse, oui. Donc si on fait du FinOps de l'infrastructure derrière GCP, est-ce qu'on doit aussi faire du FinOps de Sens, du coup, au-dessus? Comment fonctionne la tarification, du coup? Ouais. Alors, je n'ai pas forcément, et je pense que ce n'est pas l'objet de rentrer dans le détail des coûts, etc. Sens, c'est basé sur les offres Google Cloud et sur les principes du cloud public dans leur règle générale. Donc en fait, les bonnes pratiques que vous avez déjà déployées sur Google, mais ça pourrait être n'importe quel cloud provider, de serverless au maximum, d'avoir réduit la taille de vos infrastructures, d'avoir fait du on-demand, etc. quand c'est nécessaire. Tout ça, ça va être des bonnes pratiques qu'il va falloir répliquer d'une certaine manière sur Sens, avec la contrainte que tout n'est pas intégralement disponible sur Sens. Par exemple, on a parlé des éditions BigQuery, etc. Il y a peut-être des ajustements qui vont être faits de manière à la marge. Mais oui, les bonnes pratiques, elles restent valables pour l'intégralité des cloud providers, en tout cas pour ceux qu'on porte avec Google Cloud, dont Sens. C'est les mêmes réflexions et les mêmes résultats à la sortie. En tout cas, des résultats similaires à la sortie. Ouais, même si certaines ne peuvent pas être activables immédiatement, en tout cas, faut les avoir en tête et être prêt à les activer dès que le service arrive. Il nous reste 2 minutes, je vais vous donner la main. Juste en complément, puisque votre question concernait vraiment une architecture hybride avec du cloud public, du cloud de confiance, potentiellement Google des deux côtés, si c'est le cas, la notion de dashboarding reste la même. Au final, et après on a parlé de normes juste avant, de framework, justement pour que les données qui remontent soient interprétables, on va dire, des deux clouds et correspondent plus ou moins à la même chose, bon, du moins de la manière, enfin qu'on analyse de la même manière. Et donc bien évidemment que le fait d'avoir un cloud de confiance backé par Google et le fait de travailler avec Google en direct va simplifier, on va dire, la remontée FinOps. Mais une fois que je vous ai dit ça, ça fonctionne aussi avec les autres puisque maintenant nous avons une norme et un cadre. Donc ça, c'était la première question qu'on nous avait posée. Donc je pense que la réponse importante à vous donner, c'est le suivi. C'est pour ça que cette norme est en place, pour faciliter. Oui. Actuellement, sur Sens, la plus petite VM, c'est une C3 standard 4, donc 4 CPU. Est-ce que... Donc ça coûte assez cher si on a besoin de toutes petites VM. Est-ce que vous avez prévu de mettre à disposition des plus petites VM? Oui, alors je me doutais qu'on aurait des questions relatives vraiment aux produits et donc à notre roadmap produit. Je crois qu'il y a d'autres conférences sur le sujet, donc je ne réponds pas à votre question, désolé, mais je vous invite à regarder d'autres conférences puisque d'autres conférences adressent spécifiquement votre question, à savoir quelles sont les instances qui arrivent, est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de plus petites instances. On a beaucoup de demandes, notamment sur la partie GPU, sur le sujet, donc on va bien évidemment que ces sujets seront couverts, mais pas dans le cadre de cette présentation FinOps. Désolé, je vous déçois. Voilà, je vous remercie à toutes et tous pour votre temps et bon appétit et bonne continuation.